va rester sur l'épisode pré-constitution et post-constitution. Oui. Avant cette constitution, vous avez parlé de cette opposition qui soutenait en fait la constitution de 2002, qui finalement aujourd'hui n'existe plus, avec des arguments, avec des actions qui ont conduit à la mort, vous l'avez souligné tout à l'heure. Aujourd'hui, on se retrouve avec une constitution et on constate que l'opposition est quasiment désemparée. Ce texte est adopté, il est rentré en vigueur, promulgué. Est-ce que vous pensez que l'opposition congolaise utilise des bons outils pour ce combat qui est le sien aujourd'hui d'accéder au pouvoir? Je vais peut-être vous étonner, mais je pense que ce qui manque au niveau de cette opposition, c'est d'abord des convictions. Pourquoi je le dis? Pourquoi? On a des plateformes constituées d'hommes et de femmes, Oui. permettez convaincus. Nous avons d'un côté l'IDC, de l'autre côté le FROCAD, avec des gens déjà outillés, qui ont eu la pratique du pouvoir pour certains, qui ont été aux côtés de ceux qui ont usé de ce pouvoir pour d'autres. Donc, je pense quand même, si vous permettez... Si l'opposition était honnête, je pense que globalement, elle aurait dit que la Constitution qui reste valide, qui répond aux conditions régulières d'adoption d'une Constitution, c'est la Constitution du 15 mars 1992. Et personne n'en parle, on n'en a jamais parlé, on l'a évacué. Je ne veux pas dire que cette Constitution ne manque pas de défauts, Oui. mais je veux dire du point de vue, disons, de la rationalité juridique, c'est la Constitution de 1992 qui répondait aux conditions régulières d'adoption d'une Constitution, puisque pratiquement toute la classe politique l'avait adoptée. Par contre, qu'est-ce qu'on va reprocher au texte, disons, au pseudo, disons, texte de 2015 qu'on ne retrouvait pas déjà, disons, dans la Constitution de 2002? Les deux ont les mêmes défauts. Les deux textes ont le même défaut. Et que de ce point de vue, ce que j'ai trouvé décourageant, ce que j'ai trouvé pas honnête du tout, et je vais dire un peu gênant pour l'opposition, c'est le fait que circonstanciellement, tout le monde était en train, je vais dire toute l'opposition était en train de tenir le même discours, alors qu'ils savaient bien que, ben oui, ce qu'ils reprochent, disons, au projet qui était donc celui, disons, du 25 octobre, c'est ce qui existe également, disons, dans le texte de 2002. Et que de ce point de vue, du moins dans une lecture, je vais dire, objective, disons, et désintéressée, les défauts sont les mêmes. Les défauts sont les mêmes dans les deux textes, c'est-à-dire, je répète, adoptés dans des conditions de force, dans le sang, et en plus, ces deux textes sont personnalisés. Les deux textes sont personnalisés, c'est-à-dire qu'elles répondent tout simplement aux services et aux besoins du pouvoir en place. On a suffisamment parlé de l'article 10, de l'article 96, où effectivement, ben oui, on se rend compte qu'on retient là, disons, des dispositions qui n'ont rien à voir avec, effectivement, un texte adopté, je vais dire, dans des conditions de désintéressement. Dans l'état du droit qui a été adopté par l'ensemble des Congolais, c'est-à-dire issus de la Conférence nationale, oui. Depuis 1997, nous sommes dans une situation totalement illégale. Voilà. Alors, cette illégalité, elle était aussi soulignée ici au sein de la diaspora. Oui. Vous suivez les activités de la diaspora politique. Je disais tout à l'heure que je vous ai même rencontré lors d'une réunion politique organisée à Lyon. Vous êtes intervenu. Oui. Déjà, comment analysez-vous en fait l'apport de cette diaspora dans cet environnement politique congolais? Vous savez, chers compatriotes, il y a 2 ans, j'avais fait une note à l'endroit de la diaspora. Voilà. C'était intitulé « La diaspora congolaise face à son destin ». Je lançais quelques avertissements en disant que, premièrement, il fallait que la diaspora ait une idée un peu plus profonde de la situation du Congo au lieu de se borner uniquement le plus souvent à des choses superficielles. Je disais également qu'il fallait qu'elle prenne un peu de distance par rapport à l'agenda du pouvoir, même s'il fallait de temps en temps regarder, mais qu'il fallait qu'elle fasse elle-même, disons, une analyse profonde avec des objectifs bien déterminés. Et de ce point de vue, ce que je peux regretter au niveau de la diaspora, c'est, je l'ai déjà écrit plusieurs fois, c'est d'abord que le plus souvent, un peu comme on le reproche au pouvoir de Brazzaville, que le plus souvent les considérations personnelles prennent un peu plus de place que la réalité, c'est-à-dire qui devait être celle, disons, de l'intérêt collectif. Mais aussi, je pense quand même que jusque-là, la diaspora n'a pas, disons,
une vue profonde de ce qu'il faut pour le Congo. Je vous donne un exemple. Mais ceux qui me lisent, me connaissent un peu, je pense, ne s'étonneront pas. Par exemple, j'ai toujours soutenu que l'institution présidentielle en Afrique et particulièrement au Congo n'a pas sa place. Peut-être que certains ne le savent pas. Le modèle reproduit dans tous les pays francophones, c'est le modèle gaullien, c'est-à-dire le modèle issu de la Constitution de la Ve République française. Donc, on sait par exemple qu'elle était une réponse à la situation politique que connaissait la France sous la Troisième et la Quatrième République, c'est-à-dire un contexte qui était celui de l'hégémonie parlementaire et qui avait entraîné l'instabilité. Voilà, disons, les deux principaux éléments qui ont déterminé la constitution de la Ve République et principalement, disons, les pouvoirs octroyés au président de la République, qui est donc le présidentialisme. Dans le cas du Congo et la plupart des pays africains, on n'a jamais vécu l'hégémonie parlementaire. Donc, c'est une institution qui est anachronique par rapport à la vie politique congolaise. Ça ne s'impose pas. D'autant plus qu'aujourd'hui, vous le savez autant que moi, même les enfants de 10 ans le savent, que le pouvoir en place a souiller l'institution présidentielle. Je vous le dis d'avance, si on se retrouve dans 5-10 ans, ben vous me donnerez raison. Le prochain président de la République, après le général Sassou, est déjà grillé. Pourquoi? Parce qu'en raison des pratiques du pouvoir, le futur président sera harcelé par sa famille, sera harcelé par sa tribu, par sa région, parce que l'image donnée, disons, de l'institution présidentielle par le général Sassou, c'est que quand tu es président, tu fais de ta famille, tu fais de tes proches des milliardaires. Comment allez-vous faire comprendre, disons, à nos compatriotes, aux membres de votre famille que, eh bien oui, le président est là et que, ben oui, disons, la famille... Il est là pour l'intérêt général. Voilà, qu'il est là pour l'intérêt général. Ils lui diront tout simplement que, monsieur le président, vous n'avez rien compris. Voilà l'image qu'a donnée, disons, Sassou Nguesso du pouvoir. Quand tu as le pouvoir, eh bien, ta famille, tes frères, tes enfants deviennent tous des milliardaires. Donc, de ce point de vue, je le dis ici, il faut tout simplement suspendre cette institution. Ce n'est pas un modèle qui n'est pas adapté au contexte politique africain, surtout maintenant. C'est un modèle d'abord historiquement anachronique et qui a été ensuite souillé par les pratiques des différents pouvoirs et pratiquement du pouvoir congolais de l'heure, et que de ce point de vue, je pense qu'il est salutaire tout simplement de remettre en cause ce modèle. Alors, mais c'est un exemple parmi tant d'autres que je voulais aussi citer. On va rester sur cette institution présidente de la République parce que quand on voit les louanges dithyrambiques en fait, dont fait l'objet le président actuel du Congo, Denis Sassou Nguesso, on se rend bien compte et certains justifient cela par cette pseudo-africanité où on a besoin d'un chef qui soit loué. Alors, est-ce que vous pensez le fait de pouvoir, entre guillemets, faire disparaître cette institution ne va pas aussi déséquilibrer en fait cette conception pseudo-africaine du pouvoir en disant un pouvoir c'est un chef et les autres qui obéissent? C'est la position de Sassou Nguesso, notamment dans le Figaro, disons du 11 mai 2000, où il avait été interviewé par un de vos homologues, et il disait qu'en Afrique, il faut qu'un chef ait des grands pouvoirs, sinon les citoyens sont désemparés. C'est exactement ce qu'il dit, et je ne fais que le citer là. Oui. Bien entendu, c'est une parfaite africanerie, parce que cette affirmation, c'est une insulte à l'intelligence des Africains. Et le plus souvent d'ailleurs, c'est très courant en Afrique, quand on est à court d'idées, quand on ne peut pas expliquer rationnellement une situation, on la justifie par la tradition. C'est le plus souvent cela. Mais en toute chose, en politique comme dans le civil, quand on est à court, disons, d'idées, on dit, ben oui, c'est en Afrique, c'est comme ça. Et donc, de ce point de vue, ça ne se justifie pas et pour différentes raisons. Premièrement, qu'aujourd'hui, après 5 décennies d'exercice du pouvoir dans le contexte du présidentialisme, honnêtement, et vous le savez, quels sont les Africains aujourd'hui qui peuvent dire qu'ils sont contents de leur président de la République? Chaque fois qu'on organise une élection en Afrique, une élection présidentielle en Afrique, on se dit que ça va éclater, à n'importe quel moment. Chaque fois, systématiquement. Et aujourd'hui, aucun État africain ne peut dire qu'il est à l'abri d'une crise politique. Aucun État africain. Voilà. Vous savez, pendant un temps, on a parlé par exemple de la réussite de la démocratie, disons, au Mali, jusqu'à ce que du jour au lendemain, tout cela se renverse. Ça peut arriver à n'importe quel moment. Donc, de ce point de vue, je pense que
on gagnerait à mettre entre parenthèses effectivement ce modèle-là où ne vous trompez pas, où on dit l'homme providentiel. Non, je pense que les Africains n'ont pas besoin d'un homme providentiel. Je pense qu'il faudra tout simplement faire une lecture rationnelle et reconnaître que ce modèle est inadapté et qu'il faut trouver effectivement d'autres moyens d'aménagement de l'institution présidentielle. Mais il y a plusieurs formes, hein. Je n'ai pas, disons, une solution. C'est le modèle idéal, en fait. Bon, par exemple, je pense que on peut opter pour, disons, une présidence collégiale. Mais aussi, on peut opter tout simplement pour, disons, une présidence symbolique. Je prends la première hypothèse quand je parle, disons, d'une présidence collégiale. Par exemple, je vous dis tout de suite, en Suisse, c'est un conseil présidentiel qui existe. Oui. Par contre, quand vous prenez effectivement, disons, le modèle français, la plupart, vous savez, la première fois que j'ai parlé, disons, de cela, certains compatriotes m'ont dit c'est utopique. Et quand je lui ai dit, mais dites-moi qui est le président allemand, qui est le président, disons, israélien, qui est le président, disons, dans le... Mais ils étaient embêtés. Ils ne se rendaient pas compte que le modèle français lui-même constitue une exception en Europe. C'est une exception. Le président allemand existe bien, le président italien existe bien, le président, disons, israélien existe, mais il est symbolique. Il n'a pas l'essentiel du pouvoir. Et nous avons adopté ce modèle sans nous poser des questions, alors que c'est un modèle qui est anachronique par rapport à l'histoire, disons, politique du pays. Donc, de ce point de vue, je pense bien, si je me mets à dire tout de suite que, ben oui, voilà, disons, déjà, je pense du point de vue de la méthode, je suis un peu réservé par rapport au modèle. Parce que les histoires ne sont pas les mêmes, les histoires politiques, culturelles ne sont pas les mêmes. Donc prendre en compte la réalité. Il faut prendre en compte en réalité, mais également tenir compte, disons, de l'exercice du pouvoir, que de ce point de vue, certains pays africains, et particulièrement le Congo, a intérêt à mettre un terme à ce modèle-là, qui est déjà, je vous le répète, qui est déjà souillé, qui est déjà grillé. Le prochain président de la République, même après Sassou Nguesso, est grillé parce que il n'arrivera pas à faire comprendre à sa tribu, à sa famille, à ses proches qu'il ne peut pas continuer, disons, à distribuer l'argent de l'État auprès de ses proches. Je ne vous apprends rien, vous êtes en milieu français, vous savez tout ce qui se passe ici, toutes les informations qu'on apprend et qui sont fondées notamment, disons, sur les malversations massives, effectivement, disons, financières. Ben voilà, donc un Congolais qui se retrouve avec 1,1 milliard de dollars, c'est-à-dire l'équivalent de 550 milliards de francs CFA, vous le savez, malgré toutes les informations qu'on a, l'Assemblée nationale congolaise n'a jamais mis sur pied une seule commission d'enquête sur tout cela. Donc vous voyez que, voilà, je vous en prie. Voilà, on va revenir sur les institutions tout à l'heure, juste pour rester en fait dans cette idée, dans cette souillure en fait de l'institution présidentielle. Quand vous reprenez l'histoire du Congo, est-ce que c'est Sassou et aujourd'hui le seul président qu'on peut incriminer d'avoir été en fait celui qui a favorisé cette souillure, ou bien l'histoire congolaise en elle-même emmène soit à cette tentation, notamment quand il y a une durée aussi longue que celle qu'a connue, que connaît aujourd'hui Denis Sassou Nguesso? Ayant l'honnêteté et le courage de reconnaître qu'il n'a aucun équivalent dans l'histoire politique congolaise. C'est quand même le seul homme politique, je dis bien le seul homme politique du Congo qui a pris des armées étrangères pour les amener dans son pays pour humilier, tuer, voler les Congolais. C'est le seul, il n'a pas d'équivalent. Vous savez, dans tout pays, dans tout État digne de ce nom, quand un individu a été en intelligence avec l'étranger, il est, écrit ou non écrit, indigne de l'exercice d'une fonction publique. Indigne, je dis bien, de l'exercice d'une fonction publique. Dans notre cas, dans le cas de M. Sassou Nguesso, il a quand même pris des armées étrangères, pas n'importe lesquelles. Les plus enracinés dans la guerre, puisqu'aussi bien l'armée angolaise que l'armée tchadienne avaient plus de 25 ans de guerre, comme vous le savez, de guerre féroce. Oui. Et c'est ceux-là, comme par hasard, qu'on a pris pour venir, effectivement, disons, les lâcher comme des pitbulls, disons, dans certaines de nos provinces. Et c'est cet homme-là qui, non pas, disons, n'exerce pas une fonction publique, je veux dire qui n'est pas interdit d'une fonction publique, mais en plus qui exerce la fonction suprême. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Oui. Donc, logiquement, on ne devrait pas s'étonner de ce qui arrive. Oui. Nous avons commencé, disons, cet échange en parlant, effectivement, disons, de ce que j'ai appelé, moi, disons, une forme de barbarie politique. Mais, très honnêtement, chers compatriotes, comment peut-on comprendre que des Congolais non armés sont abattus et on ne prend même pas la peine de, je le répète, de mettre une commission d'enquête? Ceci explique cela. Donc on comprend que, effectivement, l'indignité depuis le départ était affirmée et que certains membres de notre élite
ont trompé effectivement le peuple en ne disant pas exactement que tout ce que nous vivons aujourd'hui était déjà écrit dans les conditions d'arrivée au pouvoir du général Sassou Nguesso. Et je pense d'ailleurs que nous ne sommes pas au dernier épisode. Nous aurons encore des choses à déplorer parce que ce qui s'est passé dans la dernière séquence démontre qu'ils sont prêts à tout, mais alors vraiment à tout, pour satisfaire effectivement, disons, leurs ambitions macabres. Voilà. Il y a aussi au sein de la diaspora des hommes qui sont prêts à tout pour se faire entendre, notamment une personnalité aujourd'hui qui, comme vous, reste assez discrète, qui aime plutôt la plume que les caméras ou encore les plateaux de télévision. C'est Monsieur Zakari Bouao, que vous connaissez très bien. Oui. Il a aujourd'hui utilisé sa plume, déjà depuis J'ai recueilli jusqu'à la tragédie du pouvoir. Il écrit, comme vous aussi vous écrivez. Il a aujourd'hui, c'est quasiment, si vous me permettez, celui qui porte en fait la plume de cette opposition de la diaspora par rapport au contexte de Brazzaville. Que pensez-vous de cette démarche? Voilà, je lis effectivement M. Bouao et notamment, disons, sa première lettre ouverte à l'endroit, disons, de Sassou Nguesso. Je m'étais déjà un peu insurgé, mais enfin, il est universitaire, il sait que c'est la règle du jeu. C'est de bonne guerre, comme on dit. Voilà, donc ça n'a rien de personnel, mais je sais qu'il m'avait très bien compris. Bon, voilà, j'ai de l'estime pour lui et je pense que sur bon nombre de points, on se retrouve dans ce qu'il dit, notamment les appels qu'il a lancés, mais je dirais... Le dernier rappel, c'est aux Congolais et à la force publique. Et à la force publique, exactement. Oui. Je dirais ceci. Je pense que il est de cette élite qui, au départ, a commis une faute, qui était celle de ne pas décrire le profil de Sassou Nguesso auprès de nos compatriotes. C'est ce qu'il fait maintenant. Ben, je dis pourquoi ne l'avoir pas fait avant. Parce qu'au fond, Sassou Nguesso n'a pas changé. Lui, il est resté le même. Le changement de constitution, nous avons parlé. Lui, il a commencé les changements de constitution depuis 1977. Je rappelle qu'en 1977, il y a une constitution qui est celle du 24 juin 1973. Lui, il l'a changé le 5 avril 1977. Il a encore changé la constitution le 7 février 1979. Ensuite, le 30 mars 1979. Ensuite, le 8 juillet 1979. Donc, il n'en est pas, disons, je vais dire, un acte nouveau. Il a toujours procédé ainsi. Pour la première fois dans l'histoire politique de notre pays, je l'ai déjà dit, on adopte une constitution de manière consensuelle et démocratique le 15 mars 1992. Quand il revient dans les conditions que je venais de décrire, il change encore la constitution le 24 octobre 1997. Donc, au fond, lui n'a pas changé. Et il devrait d'ailleurs s'étonner que M. Bao, comme d'autres, disons, le critiquent parce qu'il se dit, mais enfin, mais j'ai toujours fait de la même façon, pourquoi aujourd'hui vous me critiquez? Donc, si je peux, sous cet angle-là, donner un conseil, disons, à mon collègue aîné, disons, Boao, c'est de dire ceci. Lui et d'autres doivent aider les Congolais en disant qu'ils se sont trompés en 1997 et qu'ils ont fait mal au Congo, en soutenant un individu dont ils savaient qu'il était dangereux, parce qu'il l'est. Et que, de ce point de vue, nous savons tout ce qui se passe au Congo. C'est parce que, disons, le général Sassou Nguesso sait que les Congolais ne l'aiment pas, qu'il se plaît à les intimider et à les humilier. Comment allons-nous nous sortir de cette situation? Je pense, entre autres, que l'une des possibilités, c'est d'aider les Congolais à sortir effectivement de cette forme, disons, d'inhibition, parce qu'au fond, les Congolais savent que, même les enfants de 10 ans, je disais, savent aujourd'hui la nocivité, disons, du personnage et du système, et que de ce point de vue, ils ont besoin de dire clairement ce qu'ils pensent de M. Sassou Nguesso. Et que de ce point de vue, des hommes comme, disons, M. Bao, comme nous disions, doivent effectivement sortir des appellations un peu trop convenues, Monsieur le Président de la République, voilà. Je pense que ça inhibe les Congolais. Vous exigez, Félix, ce qu'on appelait de Charles Akeboro un acte de contrition. Est-ce que vous pensez aussi que cette exigence peut aussi être appliquée à Parfait Kolela ou encore au commissaire Lissa? Je vais vous dire ceci. À l'occasion notamment des mobilisations qu'il y a eu, j'ai entendu M. Parfait Kolela demander pardon au peuple. En disant que... Lors de ce fameux meeting... Voilà, que oui, nous demandons pour avoir contribué à la mise en place d'un pouvoir qui était toxique. Vous l'avez félicité?
Ah, je le félicite très honnêtement. Je pense que c'est honnête de le dire parce que, bon, même si cela ne suffit pas effectivement, je veux dire, pour passer l'éponge, mais c'est déjà bien de commencer à le dire. Oui. Et quand je dis, ben oui, parce que de le dire, ça permet effectivement à la population de comprendre que, ben oui, au fond, ben, une personnalité comme Parfait Kolela qui le dit, ben ça veut dire qu'effectivement, ce que nous pensons de ce monsieur, problème. Voilà. Il y a un vrai problème. Voilà. Et le discours, malgré tout ce qui s'est passé dans la dernière séquence, où nos compatriotes sont morts, oui. Être là, entendre encore, disons, de temps en temps, dans les affirmations de certains, oui, monsieur le président, je dis non, il faut laisser cette affaire-là. Voilà. Un président digne de ce nom ne confond pas ses compatriotes avec du bétail. Est-ce que Félix Wakunampele, les hommes et les femmes qui s'illustrent aujourd'hui dans la critique en fait de l'action de Denis Sassou Nguesso, doivent-ils en fait faire l'objet d'un certificat de virginité pour le reste de leur parcours politique? Bon, on ne peut pas retenir cela comme critère absolu, mais je pense qu'on ne peut pas continuer à négliger cela. Ce serait une façon déjà de donner une leçon à ceux qui sont là. Par exemple, et vous voyez jusqu'où va l'égocentrisme du pouvoir actuel. Le fameux article 96 qui donne, disons, un permis de piller et de tuer, disons, au président, à l'institution présidentielle. C'est pour la nouvelle constitution. Non? Voilà, dans la pseudo-constitution. En même temps, l'article 48 du texte de 2002, bon, n'existe plus. Si j'ai bien lu, l'article 48, disons, qui obligeait effectivement toute personne titulaire nommée à une autre fonction, de déclarer ses biens avant et après pour savoir exactement, entre la période effectivement d'exercice du pouvoir, comme il a accumulé, qui a carrément sauté. Vous voyez ce que ça veut dire. Donc, je veux dire par là que aujourd'hui, nous devons responsabiliser l'élite qui soutient ce régime et dont il connaît les défauts. Parce que jusque-là, bon, nous savons tous qu'un pouvoir, quel qu'il soit, ne peut tenir que si effectivement il y a une part de l'élite, disons, qui le suit. C'est le cas aujourd'hui au Congo. Nous avons parlé notamment des juristes qui ont théorisé le putsch en disant qu'il fallait effectivement, disons, abroger la constitution de 2002, bon, qui dans ma tête, bon, en fait, n'a jamais existé. Mais ceux-là, il faut qu'on les responsabilise. Donc, vous savez, dans les propositions, parce que je travaille sur le Congo depuis un bout de temps, par exemple, je propose la création d'une contre-élite. Puisqu'aujourd'hui, l'élite, pas toute, mais l'élite majoritairement, disons, au Congo, est compromise. Bon, je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'il y ait une contre-élite qui existe et qui se mette au travail pour dire qu'est-ce qu'il faut exactement, disons, pour trouver une solution au Congo. Par exemple, je pense qu'il faudra à un moment, mais certains le font déjà, un répertoire de cette élite qui participe effectivement, disons, au pillage de notre pays, mais également, disons, au crime. Parce que, vous le savez bien, en soutenant un homme qui fait ce que tout le monde, y compris les enfants, disons, aujourd'hui connaissent, ben, il participe au crime dans ses différentes dimensions. Donc je pense que cette élite mérite d'être répertoriée. Ben, ils peuvent rendre compte demain, ils rendront compte effectivement, disons, à la postérité demain. Vous savez ce qui s'est passé notamment au Chili ou en Allemagne, ben, il y a des familles qui aujourd'hui ne voudraient pas porter les noms, disons, éminemment, je veux dire, tristes que l'on connaît. Mais il faut que demain, certains de nos compatriotes qui savent que ce pouvoir est né, s'exerce dans le sang, mais qu'ils soutiennent quand même, aient des comptes à rendre. Alors, donc ce serait l'une des missions de cette contre-élite dont je parle. Vous savez comme nous qu'aujourd'hui, la politique du Congo est en même temps sur deux viseurs ici en France. Vous avez la diaspora et les Français eux-mêmes. Or, on se rend compte que pour ce fameux débat concernant la Constitution, le président François Hollande a plus ou moins pris position, pour certains, en faveur du président Denis Sassou Nguesso, et quelques jours après, il a fait ce qu'on appelle un rétropédalage. Qu'est-ce que vous dites? Mais voilà, je dis d'abord ceci. Je pense que au niveau des Congolais, on a un peu trop amplifié le rôle, disons, de François Hollande. Dans un sens comme dans l'autre. Aussi bien quand ils pensaient effectivement y trouver leur compte, en disant en François Hollande, qu'au moment où ils ont pensé qu'ils avaient été trahis. Prenons l'exemple du Burkina Faso. Le Burkina Faso n'a pas attendu François Hollande, je veux dire, pour régler sa situation. Quand François Hollande est intervenu, à la fin du mois de novembre, la société avait déjà réglé son sort. Oui.
Et l'acte qu'il a d'ailleurs reconnu lui-même, M. François Hollande, a consisté plutôt à trouver une voie de sortie pour le président Compaoré. Donc, de ce point de vue, par comparaison, même si comparaison n'est pas raison, je pense que les Congolais eux-mêmes, que ce soit au niveau de la diaspora ou au niveau, disons, de l'opposition, c'est un peu méprise en attendant un peu trop de François Hollande. Mais enfin, pour ceux qui connaissent la vie politique française, notamment, disons, d'accès M. Hollande, M. Hollande aime bien les rétropédalages. Je rappelle un cas parmi tant d'autres, par exemple, le cas, disons, du mariage pour tous. Hein, ceux qui suivent bien, disons, la situation politique en France se rappellent qu'à un moment, quand certains maires étaient un peu, disons, réservés en raison de leurs convictions à ces mariages, eh bien, voilà, M. Hollande avait parlé d'une clause de conscience, ce qui avait d'ailleurs, je veux dire, suscité un véritable tollé. Donc, c'est comme ça qu'il a toujours fonctionné. Donc, de ce point de vue, je pense que l'opposition s'est un peu méprise en se disant que, ben oui, bon, même si ouvertement elle ne l'a pas dit, mais j'ai comme l'impression qu'elle attendait un peu trop de François Hollande, alors que, ben, je pense que François Hollande ne pouvait pas faire grand-chose. Et, élément très important, ma conviction sur cette affaire, c'est que j'ai l'impression que les Congolais, que ce soit bien la diaspora que l'opposition surtout, a fondé son action dans cette séquence beaucoup plus sur la dissuasion que sur l'action qu'il fallait mener le 20 octobre. Je veux dire par là qu'ils avaient pensé, en tenant compte de ce qui s'était passé au Burkina Faso, mais également du discours de M. François Hollande, disons en novembre, disons 2014, ils avaient cru qu'en menant une action dissuasive, ils amèneraient, disons, le pouvoir en place, je veux dire, disons, à arrêter son action pour le référendum. Eh bien, quand celui-ci a résisté, n'a pas fait ce qui était effectivement voulu par l'opposition, en fait, le 20 octobre, ils étaient désarmés parce qu'ils ne s'étaient pas préparés à l'action, mais à la dissuasion. Peut-être même la même position en ce qui concerne le président Hollande, qui pensait, lui, en tenant le discours qu'il avait tenu, qu'effectivement, non seulement, je veux dire, ça galvaniserait donc les Congolais, mais qu'en plus, ça dissuaderait, disons, les dictateurs dont du fin membre, disons, M. Sassou, à entreprendre effectivement, disons, l'action de modification de la Constitution. Et qu'après, vous savez ce que dit par exemple la lettre du continent, et ça a une part de vérité, quand ils se sont rendus compte que, ben, effectivement, disons, ça ne le dissuaderait pas, ben, ils se sont dit, oui, évitons peut-être un bain de sang, mais qu'on ne fait que différer, parce que tel que c'est parti, je ne vois pas comment est-ce qu'on s'en sortira.